avec un S à sport. Logos FM. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et aujourd'hui, nous recevons Charlotte Dumas, qui a 27 ans, qui est vice-championne de France du 800 mètres. Félicitations. Merci. Et C'est qui de me est recevoir. avec grand plaisir. C'est nous qui sommes très contents. Et tu es donc licenciée au Clermont-Auvergne Athlétisme. Exactement. L'ASM plus exactement, qui est une entente du Clermont-Auvergne Athlétisme. D'accord. Ce soir, comme chroniqueuse, nous avons Jenny Le Ricollet. Salut Jenny, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Bonsoir à tous. Ça va. Et puis notre ami Maxime, qui lui connaît l'importance de faire du shopping à Monaco plutôt que de jouer au football. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, salut à tous. Il y a souvent plus de monde dans les boutiques à Monaco qu'au stade Louis II. Donc, Alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je connais bien le sujet. Tu as raison. Et puis hier c'était ta fête, donc bonne fête Maxime. Merci Fabrice. Charlotte, donc d'être vice-championne de France du 800 mètres, c'est quand même pas rien quoi. Comment on devient vice-championne de France du 800 mètres ? Ça prend du temps. Ouais, par rapport à quoi ? Ça a pris du temps. Moi, j'ai 27 ans. C'est ma première médaille internationale. Médaille nationale Ouais. au championnat de France élite, du coup, parce qu'on a plusieurs championnats de France, national et élite. D'accord. C'est vraiment les meilleurs. Donc, c'est ma première médaille depuis 13 ans d'athlétisme. Ouais. Au niveau national. Donc comment on devient vice-championne de France, ça prend du temps. C'est quoi au quotidien par exemple ? C'est je sais pas moi, 4 heures d'entraînement par jour, 10 heures par semaine, comment ça se passe ? Tu travailles des spécificités, je sais pas, sur l'endurance, le sprint ? C'est très varié. Je vais avoir entre grosso modo 9 à 11 entraînements semaine. Ah quand même ? Oui, et puis on va faire 800 mètres, en fait c'est le début du demi-fond, donc on va faire beaucoup de kilomètres. Ouais. Après il y a plusieurs profils, moi je suis plus profil 800 mètres, 1500. Et D'accord. le profil plus court, 400, 800 mètres. Ok. Moi j'aurais tendance à faire un peu plus de kilomètres pour courir plus vite, quoi. D'accord. Et c'est vraiment le 800 mètres que tu préfères ou tu vas peut-être lorgner sur le 1500 ou... Non, c'est le 800 ? Alors mon coach m'en parle souvent du 1500 parce que j'ai plus un profil, mais le 800 mètres c'est beaucoup plus fun. Ok, et puis après je laisserai la place à mes amis. Dernière question. Je suppose que tu espères être championne de France un jour ? Bien sûr. Bien Tu sûr, t'entraînes cette pour année, ça ? si je peux le faire, Ouais. oui, clairement. On te réinvitera et on fera sauter le bouchon de champagne. Et toujours avec modération, bien sûr, le champagne. Hein. Toujours. Allez, les amis, Maxime ou Jenny ? À toi l'honneur, je t'en prie. Eh bien écoute, ravi de te recevoir ici. Et moi, ma première question, c'était concernant ta progression dans l'athlétisme. Donc 27 ans, on est sur un peu un âge ni trop jeune dans le sport. On parle de haut niveau, hein, mais ni trop jeune novice, ni non plus trop expérimenté. Est-ce que toi, comment tu es arrivé au 800 mètres ? Est-ce que c'est toujours ce qui t'a passionné ? Est-ce que tu as fait d'autres disciplines d'athlétisme avant ? Alors non, j'ai attaqué par le 400 mètres haies. Okay. Donc qui est du sprint avec obstacle, franchissement. C'était fun en fait, le 400 haies. Au départ, j'ai attaqué les haies. On m'a dit, tu seras meilleur sur le demi-fond. Mais moi, je m'amusais sur les haies. Donc j'ai fait des haies pendant quand même relativement longtemps. J'étais sur liste ministérielle, donc ça fonctionnait plutôt bien. Mais il y a un moment donné où j'étais limitée et j'ai réfléchi à soit j'arrêtais en fait l'athlétisme, très clairement, soit je changeais de discipline et ça tombait sur le 800 mètres qui était juste au-dessus du 400. Et c'est là que j'ai commencé à développer un peu des aptitudes au demi-fond et que j'ai vu que j'avais quand même des possibilités de progression intéressantes. Et donc le 800, tu le pratiques depuis combien de temps ? Ça va faire 5 ans. Ouais, je dirais 5 ans à peu près. Ok, donc vraiment, tu t'épanouis dans cette discipline. Oui. Mais ça fait vraiment, honnêtement, ça fait 3 ans que je m'entraîne comme une sportive de haut niveau, au-delà de 6 entraînements semaine. Avant, j'étais à 5, en fait. Il y a 3 ans, j'étais à 5 entraînements et ça fait 3 ans où j'ai l'objectif, en fait, de faire équipe de France. Et tu as tout de suite senti, excuse-moi Maxime, tu as tout de suite senti la différence là ? De passer t'étais à 6 entraînements et t'es passé à 11 ? Oui. Et ça se sent tout de suite ? Oui. C'est-à-dire sur les 2-3 premiers mois, sur les... Non, sur l'année. Sur l'année ? Ouais, c'est vraiment sur l'année. En fait, c'est vraiment du progressif. Si t'attaques trop vite, tu vas te blesser, tu t'avanceras pas, en fait. Ok. Donc non, c'est du progressif et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait moyen de moyenner Ouais. au fur et à mesure. Donc, Ouais. voilà. Jenny ?
Félicitations déjà pour ce Merci. titre de vice-championne. Merci. J'avais une question, justement tu parlais des entraînements qui ont augmenté, mais est-ce que quand on est sportif de haut niveau, on a un accompagnement au niveau prépa mental aussi? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est tout nouveau. La prépa mentale, j'ai attaqué en octobre parce que j'ai senti qu'il y avait un axe quand même à travailler qui est très important, d'autant plus sur le 800 mètres qui est une épreuve tactique. En championnat, c'est très tactique et ça demande quand même d'être pas mal cérébral sans trop l'être non plus. Donc la prépa mentale, je dirais que tous les sportifs devraient en avoir une. Oui, parce que justement, on en parle de plus en plus de Oui. l'accompagnement. Oui. Est-ce que tu as senti la différence déjà depuis octobre? Oui, vraiment, c'est vraiment une aide en plus. Après, moi, c'est une psychologue du sport. Ok. Elle se définit pas comme préparatrice mentale. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, elle englobe l'athlète au-delà du mot athlète, en fait. C'est plus la personne qui va être considérée et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça va plus s'axer et savoir comment tu travailles la prépa, justement, des courses. Ouais. Et puis, c'est sur ta personne, en fait. Mhm. Elle va chercher profond et c'est ça qui est intéressant. Ok. C'est comme ça que tu progresses. Il faudrait qu'il y ait certains sportifs qui aient une prépa mentale un petit peu plus. Bon, enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Tu t'égares. Non, pas du tout. J'ai quelques équipes, là, et quelques sportifs dans mes pensées. Le Clermont-Auvergne Athlétisme, c'est quand même un sacré club, non? Il n'y a pas 1000 licenciés à peu près, non? Je sais que c'est un très gros club. C'est énorme, hein? Ouais. Moi, j'étais pas là encore l'année dernière, donc je suis toute nouvelle. L'année dernière, ils étaient encore en élite 1. D'accord. Et là, on est redescendu c'est élite 2. C'est Mais- divisé, là, l'élite Ouais, B. c'est ça, le deuxième tour des interclubs bientôt. Quelle culture sportive, quand même. Pas mal. Et c'est à Clermont-Ferrand. En plus, Et c'est à Clermont-Ferrand et ça arrive pas souvent. Donc Ouais. si vous voulez venir voir le 18 mai, voilà. avec plaisir. Ah, c'est- c'est Un peu de noté. pression alors du coup. Non? Non, parce que c'est vraiment, en fait, c'est la seule compétition qui va être par équipe. Ok. Et en fait, cette compétition, c'est une des compétitions que je préfère parce que c'est vraiment tous les sports de l'athlétisme qui sont réunis et on collabore tous ensemble et c'est ça qui est trop cool. Ouais, donc tu disais que tu étais nouvelle, entre guillemets, au Oui. Clermont-Auvergne Athlétisme. Oui, C'est j'ai quoi du fait- coup ton parcours? J'ai fait plusieurs clubs. J'ai fait 1 an à l'EACR Carrodia. Donc ça, c'est plutôt du côté de la Loire. Ensuite, j'ai fait 5 ans au Coquelicot 42, donc stéphanois. 40... Allez, les Verts, quand même. Allez, les Verts. Ils ont marqué 3 buts contre Brest hier. Et donc après, j'ai fait 5 ans au DMA, au Dessine Mes Yeux Athlétisme sur Lyon. Ok. Et cette année, du coup, j'ai T'es décidé parti de aller changer. chez l'ennemi juré du coup. Ouais. Terrible ça. Ouais, c'est vrai que j'ai fait vraiment le... Ah, t'es parti à Lyon? Ouais, je suis partie à Lyon. Mais Bon. en périphérie, Dessine, ça passe du coup. Bon, ça va, ouais, donc on va pas terminer l'émission là-dessus parce qu'il nous Non, reste ça va. encore. Non, je plaisante. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même parce que 27 ans, vice-championne de France du 800 mètres avec une ambition d'être championne de France. Et donc ça, moi, je peux pas m'en empêcher. Est-ce que tu penses aux Jeux Olympiques de Los Angeles? Alors, Dans un coin de ta tête. Oui. J'y pensais pas il y a 3 mois, j'y pensais pas. Et là, tu y penses? Et là, je commence à y penser. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est tout ce qui s'est passé en fait cet hiver, de voir que en fait j'étais capable de tout ça et que ouais, tu dis ça non et en fait plus t'avances, tu dis ok peut-être. Forcément, dans un coin de ma tête, je sais que ce sera très difficile, mais Tu sens que tu franchis Mais oui. des paliers petit c'est à ça petit. exactement. Ouais. Même à 27 ans, on peut franchir des paliers. Les championnats d'Europe en salle, là, ça t'a apporté quelque chose? Aux Pays-Bas? Oui, alors ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. Et de la concurrence quand même en Europe. Hein. Oui, alors il y a de la concurrence, mais c'était très dense. Le podium était accessible parce qu'on était vraiment dans un mouchoir de poche toutes. Donc c'était accessible. C'est vrai que c'était un peu frustrant de ne pas passer en finale. Même si c'était mon premier grand championnat, j'étais quand même frustrée de ne pas passer en finale. Donc, Il s'en est fallu de peu ou t'étais loin? oui, il s'en est fallu de peu parce que ça ne joue à rien du tout, le 800 mètres. C'est quoi les écarts pour les novices? Alors, on ne peut pas parler d'écart parce qu'en fait, les courses de championnat, on ne va pas courir plein but. Ça va être des courses tactiques, Ok. donc ça peut partir très lentement et d'un coup partir vite dans les 200 derniers mètres. Il faut être bien placé, la première à réagir. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, C'est comme un peu du vélo, faut être ouais, pas en c'est queue de peloton. exactement. Sinon, C'est fin de course, tout le monde se regarde et le premier qui déboîte, en général, c'est celui qui gagne. D'ailleurs, Charlotte a regardé Paris-Roubaix. Oui. On va en parler tout à l'heure. victoire française chez les femmes en plus. Ouais, magnifique. Ouais, alors là, ça, on va en parler parce qu'elle, elle est exceptionnelle. Hein. C'est Ouais, ça. vraiment Depuis exceptionnel. son titre olympique en VTT, elle a démarré quand elle voulait, elle a fait la course qu'elle voulait. Les adversaires, ils font ce qu'ils peuvent, elle a fait ce qu'elle a voulu. Quoi. C'est ça.
Alors Charlotte, le calendrier c'est quoi? Bon, à part l'Elite B, là, la finale Elite B le 18 mai à Clermont, et après il y a quoi comme compétition? Après, ça va vite enchaîner pendant. On est sur 3-4 mois de compétition. Il va y en avoir beaucoup. D'abord, ça va être la Belgique. D'accord. Belgique, il y en a 2 en Belgique. Ensuite, ça va être plutôt en France, le circuit de meeting français. D'accord. Et après, ça va un peu se décider au fil du temps, parce qu'en fonction du chrono que je vais faire, ça va me permettre d'entrer dans des plus grosses compétitions. Et ça, je ne le sais pas vraiment. Ça va se faire vraiment au dernier moment. D'accord. Une Voilà. question qui me vient là, c'est en fait, à chaque entraînement ou peut-être à chaque course, à chaque compétition, alors j'imagine que tu te mets un objectif de temps, Oui. ou c'est un objectif de place plutôt, ou peut-être un objectif de temps et tu essayes de progresser à chaque fois, ou ça te met une pression particulière ou pas du tout? Sur les compétitions, Oui, ça va être un objectif de temps. d'accord. Dans un premier temps, parce que en fait, les sélections internationales, on a des minima à faire. Ok, Si on fait pas ces minima-là, on peut pas partir dans les grands championnats. Donc d'abord, ça va être les minima à aller chercher. Et ensuite, ça va être un objectif de place, parce que par exemple, cet hiver, je crois qu'on était 5 filles à avoir fait les minima pour les D'accord. Europes. Donc ça fait beaucoup pour une finale à 6 filles. Donc c'était très relevé. Et il y avait 3 places. Donc il fallait faire dans les 3 premières d'accord. pour partir. Voilà. Une question qui me vient comme ça, parce que bon, en ce moment, quand on pense athlétisme, celui qui connaît pas trop l'athlétisme, je pense à certains auditeurs peut-être qui sont pas très... le nom de Duplantis revient tout le temps, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de Duplantis, toi? Ah bah, j'en entends souvent parler. Mon copain est un perchiste, très bon perchiste français. D'accord, Thibaut Collet, je sais pas si ça vous parle, qui s'entraîne à Clermont également. bien sûr. Donc c'est le meilleur français et il côtoie très souvent Duplantis. Donc je connais pas personnellement, mais c'est un grand champion et c'est un sprinter, quoi. C'est un très bon sprinter. Ouais, il fait 10,37 au 100 Ouais. et on a l'impression que quand il saute, il est 20 cm au-dessus de tout le monde, quoi. Il est au-dessus Et de avec tout le monde. sourire. Ouais, non mais c'est un extraterrestre et même ses concurrents le disent, il est au-dessus du lot. Il est D'accord. vraiment au-dessus du lot. Ouais, ben on le voit chaque année en plus chez nous au All-Star Perche à la Maison des Sports, Ouais, où chaque année, bon, je pense que c'est un petit kiff pour lui de se mettre centimètre par centimètre, parce que je pense que clairement il peut en faire 5 d'un coup s'il veut. ça c'est vrai. Mais je crois qu'en plus, centimètre par centimètre, il prend une prime, je sais pas si c'est pas 100 000 euros par centimètre, donc il a bien raison de faire petit à petit. C'est le challenge pour lui, Ouais, pas c'est trop ça. faire d'un coup. C'est ça, mais donc du coup, on voit bien que il est juste stratosphérique. On repense en parlant de français, Renaud Lavillenie, il y a quelques années, quand il bat le record de Boubka, on se dit, on aura encore ce record pendant des années et des années. Mhm. Bon, il n'a pas tenu tellement longtemps. À cette époque-là, Mondo Duplantis, il était peut-être encore dans sa chambre avec des posters de Lavillenie ou pas loin. Ouais, c'était son idole, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est son Et idole. donc, on voit bien que malheureusement, les records sont faits pour être battus, mais là, pour le coup, c'est lui qui les bat chaque année. Donc c'est pas mal. Ouais, moi j'avais dit qu'il ferait 6,30 dans une émission avec un SA Sport, mais en 2018 ou 19. Donc il est pas loin, puis je pense qu'il est à 6,35 parce qu'avec ce qu'il a fait voir au All-Star Oui. Perche, qu'est-ce que t'en penses, Charlotte? Ouais, non, c'est sûr qu'il fera plus. Il est à Moi, j'irais 6,35, hein. même 40. Je pense qu'il finira sa Ouais. carrière à 40. C'est énorme, hein. Ouais. 6,40 ça commence. Hein. Ouais, quand tu vois quand même, oui. il est très jeune. Et il est, aujourd'hui, à l'époque de Lavillenie, quand on en parlait, il y avait quelques perchistes, Thiago Braz, Sam Kendricks, qui étaient quand même, qui le concurrençaient. Tu vois, il y avait quand même, un leadership global de 3-4 perchistes. Là, aujourd'hui, qui peut détrôner Mondo Duplantis? Personne. Personne. Thibaut Collet peut-être. Oui, Il a encore du travail. Hein. c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Hein. Il Il y sera a- content d'entendre ça. Parce qu'il est à combien lui, Thibaut? 5,92 non, je Ouais, crois, c'est perso? ça. C'est ça. Il avait tenté 6 mètres et... Alors, cet hiver, 95 en extérieur. Ah, bah tu vois, 5,95. Bientôt les 6 mètres. Il est presque à 6, ouais. Ah, Jenny, c'est t'as une question ou pas? Non. Eh ben, il n'y a pas de souci. On va parler aussi du Grand Prix, et là je vais te laisser la parole, Jenny, du Grand Prix de Bahreïn, hein, c'est ça? Oui. En Formule 1, Oui. où Oscar Piastri a remporté le Grand Prix devant Russell et puis Lando Norris. Pas de Ferrari sur le podium. Et pourtant, Alors moi j'ai regardé, je dis mais pourtant je sais lire, hein, j'ai appris à lire. Tu sais reconnaître les couleurs. Et je sais reconnaître les couleurs en Ah, plus, c'est vrai. et les Ferrari bien rouges, je me suis dit mais j'en vois pas sur ce podium. Alors qu'est-ce que t'en penses, Zeni? Pas de Ferrari sur le podium encore, ça c'est une contre-performance, non? pourtant, on avait vu un Charles Leclerc quand même assez dominant en début de course.
Et puis la safety car a tout changé. Hein. Donc Piastri lui mène depuis les qualifs, donc aucune surprise finalement. McLaren est au-dessus pour toi ? Vraiment au-dessus cette année ? Vraiment au-dessus, non, parce qu'on voit que Lando Norris a quand même beaucoup de difficultés avec la monoplace. Ouais. Mais oui, il y a quand même une différence qui s'est créée maintenant. Oui. Est-ce que Maxime Verstappen, à ton avis, va se laisser faire comme ça ? On en a déjà parlé sur ce plateau, mais je pense que Verstappen, malgré que la Red Bull cette année soit moins bien née que les autres années, à l'instar d'une McLaren qui pour le coup marche très fort cette année, je pense que Verstappen, on peut lui donner une AlphaTauri ou une Twingo même, je pense. Ouais, c'est ça. Une Twingo RS quand même, parce que Oui, quand même. Il réussira à ouvrir le DRS de la Twingo et à gagner. Non, franchement, je pense qu'on est affaire à un pilote hors norme. 4 fois champion du monde, c'est pas rien. Ouais, c'est ça. Mais quand tu regardes par exemple un septuple champion du monde comme Lewis Hamilton, et ben malgré des monoplaces moins bien nées, il a du mal à performer. Il fait encore 7 ou 8, il me semble, sur ce Grand Prix. Et pourtant, voilà, il est attendu. On sait que tu ne deviens pas 7 fois champion du monde pour rien quand même. Donc je pense que Verstappen, il a des capacités qu'aujourd'hui sur le plateau Formule 1, les gens n'ont pas. Et donc je pense qu'il va pas falloir que les McLaren fassent un petit pas de côté. Je voudrais pas être le patron de McLaren, moi, parce que choisir entre Piastri et Norris, je suis pas sûr qu'ils aient choisi le pilote numéro 1. On en a parlé avec Antoine l'autre fois, tous les trois. Moi, je suis pas sûr, parce que Piastri, il a d'abord déjà 4 courses, Piastri en a gagné 2 déjà. Donc ça veut dire que pour l'instant, il est meilleur que Lando Norris. Etc. Il est très régulier, il fait des bonnes qualifs, il fait des bons essais libres. Enfin, il arrive pas à faire des courses comme peuvent le faire. On pensait à un Checo Pérez chez Red Bull qui était en dents de scie, tu vois, où là forcément tu arrives à te dégager un numéro 1 facilement. Là, je suis d'accord que la tâche va pas être facile pour McLaren. Ouais, ça va pas être facile. Hein. On parle aussi de MotoGP, la Formule 1, Charlotte, non, ça te branche pas, hein, je crois. Non. Tu regardes jamais les sports mécaniques, tout ça, c'est pas quelque chose. Est-ce qu'on peut comparer par exemple une athlète avec la préparation physique et mentale à un pilote de course par exemple, parce que je sais qu'il perd 3 à 4 kilos dans un Grand Prix, mentalement ça doit être très difficile. Tu penses qu'on peut comparer ? Oui, je pense qu'il y a toujours cet aspect mental et physique dans tous les sports qui existent et forcément mental plus, je pense. Après physique, je sais qu'ils font quand même pas mal de musculation et il y a quand même une grosse part physique dans leur sport. Mais bien sûr, tout est comparable. Ouais, parce que tenir une voiture à 300 km/h, il faut quand même être bien physiquement et puis mentalement, il faut ne pas avoir peur. Hein. Moi, je dis tout le temps que ces gars-là, ils ont une petite... Moi, je dis qu'ils sont un peu fous, ces gars, mais dans le bon sens du terme. Parce que j'ai eu la chance de voir des grands prix en direct, notamment celui de Monaco. Et quand ils passent sous le tunnel, ils sont à 30-40 cm du mur, sauf qu'ils sont à 300. Quoi. Globalement, les deux Grands Prix, l'Azerbaïdjan et celui-là, qui sont vraiment des vrais Grands Prix en ville. Ouais. C'est impressionnant parce que autant dans Monza, dans plein de circuits, tu as un échappatoire et au pire des cas, tu vas taper dans les bacs à gravier ou dans les pneus. Ouais. Dans les Tech Pro, je crois qu'ils appellent ça. Et sauf que à Monaco, tu tapes... directement dans la glissière et ça peut vite ne pas pardonner. Ça peut vite ne pas pardonner, effectivement. Vous voyez qui champion du monde, vous là ? Jenny, tu vois qui champion du monde cette année ? C'est enregistré, attention. Hein. On va noter un... franchement, cette année, là, pour moi, rien n'est décidé. Je ne saurais même pas dire, parce que Lando Norris, malheureusement, il n'a pas assez le Je pensais mental. Que tu m'aurais dit Pierre Gasly, moi. Purée, mais par contre, magnifique Grand Prix des deux Français. Hein. Ocon et Gasly, on aurait aimé Hadjar, bien sûr, dans le top 10, mais magnifique d'Ocon. Mais franchement, honnêtement, en championnat, je sais pas. C'est pas encore décidé pour moi. Monsieur Maxime ? Non, moi je suis d'accord. Moi, franchement, à contre-cœur, tu me connais Fabrice, je mettrais une pièce sur Verstappen parce que je pense que je l'imagine un peu comme un attaquant, un renard des surfaces où en fait la moindre erreur de la défense de McLaren et je pense qu'il peut s'engouffrer dedans et le problème c'est que s'il prend la tête du championnat et qu'il commence à se rôder, hormis une grosse défaillance de la Red Bull, et je pense que quand même, c'est pas non plus une écurie de second rang, donc ils sont pas capables. Je pense qu'il peut le faire. Donc on a parlé Formule 1 tout à l'heure, on va parler MotoGP. Donc là, voilà, tout est dit quoi. MotoGP, Marc Marquez, il gagne tout. L'autre fois, il est tombé, heureusement. Enfin, heureusement pour ses concurrents, mais il va être champion du monde les doigts dans le nez. Jenny, qu'est-ce que t'en penses ? Largement, j'ai aucun doute là-dessus. Il peut même piloter avec une main, lui, ça le gêne pas ? Aucun problème. Bon.
Maxime? Ouais, on a vu Zarco, coup de chapeau pour un Français quand même Ouais, 5e. qui accroche la 4e place. Donc, Non, il est 5e. Parce Il est que dans 5e. Non, c'est ça. Parce que Vignales a pris 16 secondes de pénalité. Ah, il a pris 16 secondes de pénalité. Donc il passe 4e. Ah, il était prêt C'est sur ça. le podium. Donc c'est quand même chouette. Parce que lui, il n'a pas une moto, c'est un scooter plus qu'il a, Zarco, cette année. Ouais, c'est ça, avec une petite ligne un peu préparée. Mais... Ouais, c'est ça. Et puis Fabio Quartararo, lui, bon, on ne sait pas si c'est de l'essence ou du gasoil qu'il met dedans. Mais en tout cas, voilà, il a fini quand même 7e. Donc, si Vignales a pris cette pénalité, mais c'est vrai que Marc Marquez domine ce championnat du monde. Et bon, je vois pas qui peut le battre, en tout cas. On va aussi dire juste un petit message sur le football quand même, parce que Saint-Etienne a marqué 3 buts. Quel plaisir. Mais ils en ont pris 3, donc 3-3. Mais Brest est une belle équipe. Alors que Marseille, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Et Marseille en a pris 3, mais ils n'en ont pas marqué 3. Et ils n'en ont pas marqué 3 à Marseille, donc ils ont perdu 3-0, quoi. Ah ouais, ils laissent de précieux points face à Monaco. En plus, le stade Louis II était acquis à la cause des Marseillais. Ah bah oui, 85% de supporters marseillais. Donc voilà, et tu laisses des points en route précieux. Lille gagne, tu perds contre un concurrent direct pour la 2e place. Et ils ont de la chance que Nice égalise à Strasbourg à la dernière minute, hein, parce Ouais. qu'autrement Strasbourg Non, avait c'est 52 points. Et... Donc très compliqué en plus. La physionomie du match, on a Luis Enrique qui se retrouve face au but vide de Monaco et qui arrive même pas à la mettre dans le but. Donc Ouais. j'avoue que là c'est compliqué pour Marseille parce que franchement le début de saison et voilà la saison est quand même bien. On n'a pas l'excuse d'avoir une compétition européenne pour dire qu'on est fatigué. Ouais. Donc c'est quand même bien dommage si on n'arrive pas à accrocher l'Europe cette année. Ils auraient besoin d'un bon préparateur mental, il faut qu'ils appellent Charlotte. Ça. Ah, c'est pas moi le préparateur mental, mais. Non, mais tu je peux vous donnerais donner les coordonnées. y a pas Ouais. de souci. Justement, on parlait un peu hors antenne, on parlait de finances au niveau de l'athlétisme. C'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses, toi? Dans le football, il y a énormément d'argent dans le football, parce que peut-être aussi que le football est très bien médiatisé, l'athlétisme un peu moins. Et dans l'esprit des gens, l'athlétisme, c'est une fois tous les 4 ans, même s'il y a cette Golden League là. Enfin bon, il y a des championnats intéressants, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour attirer des gros sponsors, à ton avis? Je pense qu'il faudrait rendre notre sport un peu plus spectaculaire. La perche, ils arrivent à le faire. Ça commence à se développer un peu plus. Nous, il faudrait qu'on arrive à le faire aussi dans les courses. Il y a une nouvelle compétition qui est sortie là cette année, le Grand Slam Track, qui est sympa à regarder. Il n'y a qu'une édition en Jamaïque il y a une semaine qui est sortie. Ouais. Ça a bien fonctionné, mais on attend de voir quand même ce que ça va donner sur les 3 autres éditions cette année. Mais il y a de l'argent en jeu et ça motive les athlètes. Voilà. Donc c'est un bon premier pas, je dirais. Après, il faudrait développer un peu plus cette idée de spectacle. Développons. Donc s'il y a des sponsors qui nous écoutent. Ah, c'est vrai qu'on a vu, pour compléter ce qu'a dit Charlotte, Sacha Zoya qui a empoché 100 000 euros quand même. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas sur un meeting en France que tu Non. pourrais repartir avec ça. Donc voilà, je lance un appel quand même. J'ai le numéro de portable de Charlotte Dumas, donc si vous voulez lui faire un virement permanent, c'est avec grand plaisir. Non, mais plus sérieusement, l'athlétisme a besoin de sponsors, ça c'est clair. Paris-Roubaix, une des plus grandes courses, et là je fais un petit coucou à notre chroniqueur spécialiste du vélo, notre Antoine Van Der Poel-Lafont. Là, je l'appelle Van Der Poel, je l'appelle Pogacar quand ça m'arrange. Mais comme Van Der Poel a gagné, donc je lui fais un petit coucou à Antoine. Maxime, tu nous diras après ce que tu en as pensé. Charlotte, tu as regardé un peu, tu m'as dit. Oui, j'ai vu le magnifique résultat de Pauline Ferrand-Prévôt. Oui, chez les dames, ouais. Incroyable. Ça fait du bien aussi de voir des femmes dans le vélo qui réussissent. Et puis d'autant plus qu'il y a un moment qu'elle n'avait pas fait de route. Hein. Oui. Et elle finit deuxième au Tour des Flandres, elle gagne Paris-Roubaix. Troisième au Strade Bianche. Ouais, non, mais elle est. Franchement, elle fait un début de saison. Mais moi, quand je l'ai vue pour les Jeux, là, la course de VTT, j'ai été conquis. Bon, alors, elle a déjà un très joli sourire, ça m'a déjà un petit peu conquis. Mais elle a fait une performance sportive incroyable, parce qu'elle a démarré quand elle voulait, au 2e ou 3e tour, où ça montait bien, là, et puis hop, après les autres n'ont plus revu. Donc, franchement, c'est la Tadej Pogacar féminine, je crois. Et puis en plus, au début, je pense qu'en avant-course, clairement, il fallait rouler pour Marianne Vos, qui est la leader. La leaduse, je sais pas comment on dit. Non, la leader. La leader. Ouais, oui. Non, leadeuse, ça craint un peu, non? Écoute, je sais pas, on fait une mise des fois, on fait une mise. Alors, on va dire leader-deuse.
Allez. leader 2. Et donc elle était vraiment, c'était la chef d'équipe chez la Visma Lease a Bike. Et ben en fait, Pauline Ferrand-Prévot a décidé de partir toute seule. Et on a même Marianne Vos qui après a aidé pour un peu ralentir les poursuivants, etc., qui a joué le jeu de l'équipe. Et donc franchement, coup de chapeau à elle. Après 8 mois après les Jeux, elle gagne la reine des classiques, honnêtement. Ouais. Son compagnon Diane Van Baarle l'avait gagné il y a 3 ans. Donc un couple made in Paris-Roubaix. Ouais, c'est ça. Donc, Jenny, t'en c'est penses chouette. quoi, toi, de Paris-Roubaix? T'es pas obligé d'en penser quelque chose, hein, mais... Non, mais je pense que c'est une course qui est historique. Ouais. Et on en discutait tout à l'heure en antenne avec Charlotte. Je pense que c'est une course qui aujourd'hui est quand même mythique et qui est importante à laisser dans le milieu du vélo, même si quand le temps n'est pas en la faveur, c'est un peu compliqué et dangereux. Ben ouais, on a vu Pogacar qui est tombé. C'est ça. Puis on le voit pour terminer sur Pauline Ferrand-Prévot, qui est, je crois, 5 fois champion du monde de VTT, Ouais. avec le pendant de Mathieu Van Der Poel, qui lui aussi champion du monde de cyclocross. Ouais. Et donc, effectivement, est-ce que cette course, cette reine des classiques, n'est pas fait aussi pour des cyclistes qui sont très à l'aise sur une machine? Et on Ouais. l'a vu avec Tadej Pogacar, qui lui, sur la route, c'est un monstre, clairement. Et qu'en fait, Paris-Roubaix, tu peux t'entraîner sur le sec, etc. Mais en conditions de course, avec le pavé un peu humide comme il a été dimanche, et c'est pas la même course. Et on voit que malheureusement, Il faut être irréprochable, c'est ce que tu as C'est dit. ça, On en a discuté, ouais. faut être un équilibriste, il faut Ouais. vraiment... après, tu as des avaries mécaniques. Si tu crèves au mauvais endroit, tu n'as pas la voiture derrière, tu perds la course. Mais Van Der Poel, il est costaud parce qu'il faut quand même avoir les jambes pour finir, en sachant que il y a l'autre qui arrive. Quand je dis l'autre, ça veut dire qu'il est hyper complet. Et puis sachant qu'à un moment, après Tadej redémarre, il le voit Van Der Poel. Donc il sait très bien. Et puis Van Der Poel, il a les temps, il sait qu'il est à un moment à 15-20 secondes. Ouais. Quand tu sais que tu as Pogacar à 15-20 secondes derrière toi, il faut te dire qu'il faut appuyer T'as sur pas la le temps pédale. Quoi. t'as pas le temps de prendre du chocolat pour. Enfin bref. Ça. Charlotte, est-ce que tu penses que Tadej Pogacar aurait pu être un coureur de demi-fond performant? Oui. Parce qu'il a le physique, hein? Oui, mais 100%. Les cyclistes, je pense que ça peut être de très bons coureurs pour la plupart. Laurent Jalabert, l'ancien coureur, est un bon marathonien. Hein. Mais ça m'étonne pas. Ouais. Et Ah. Et même, de toute façon, les triathlètes, ils ont un peu. Ça me fait penser aux triathlètes parce que c'est le combiné de. Ah non, il ces fait épreuves. triathlon d'ailleurs, Jalabert, je crois. Ouais, c'était le triathlon qui avait fait avant le Paris-Nice. Là. Ouais. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, Charlotte. Non, je pense que vraiment, ils ont un mental déjà hors du commun. Vraiment hors du commun. Ça me fait un peu penser à des marathoniens, ouais, c'est vrai pour le coup, avec le temps d'effort qu'ils ont. Franchement, le vélo, moi j'ai énormément de respect pour les cyclistes. Vraiment. C'est bien ça. Bravo, Charlotte. Et puis il y a Pierre Rolland, Chez on parlait des cyclistes, mais Ouais. Pierre Rolland, l'ancien cycliste, qui a fait le marathon de Paris là. D'accord. Qui a fini le marathon de Paris dimanche. D'accord. Donc preuve en est que les cyclistes sont des bons marathoniens, ça, Ouais. c'est sûr. En parlant du marathon, là, comment ça se fait que tous les Kenyans, les Éthiopiens, là, ils dominent, quoi? C'est un peu les Marc Marquez du marathon. Oui, oui. Bah, Ils courent tout le temps, soi-disant. Il paraît, chez eux, là, ils vont à l'école Ouais. en courant. je crois que c'est de la génétique aussi. Depuis des années. Hein. Les Kenyans, ils sont beaucoup en altitude aussi. Et puis ils font Ils ont 50. cet avantage-là. Il y en a, ils font 50 kilos aussi. Hein. Et je pense qu'ils ont une autre motivation, qui est aussi l'argent. Ouais. Il ne faut pas négliger. Ouais. C'est des pays sous-développés. Et je pense que, bon, forcément, il y a aussi un peu de dopage derrière tout ça. Hein, Ouais. mais ça reste qu'ils sont au-dessus du lot, les Éthiopiens, les Kenyans. Ouais, pour s'en sortir, ils sont motivés aussi certainement. Après, Oui. c'est vrai qu'il y a quelques suspicions. Hein. Il y a eu ces dernières années au niveau du marathon, quelques suspicions de dopage. Après, bon, bref. Donc, juste, il nous reste une trentaine de secondes. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je sais pas, moi, sur l'OM, Deux petits mots pour Carlos Alcaraz qui remporte son premier Monte Carlo. Ouais, je voulais en parler tout à l'heure, mais c'est bien, t'as bien fait. Donc voilà, sur terre battue, on sait que potentiellement c'est le digne héritier du taureau de Manacor, Monsieur Nadal. Donc je pense qu'il a un bel avenir sur terre battue, ça c'est sûr. Un petit mot sur Rory McIlroy, qui remporte dans la nuit de dimanche à lundi en France, avec le décalage horaire forcément, le Masters d'Augusta, qui Ouais. est un des 4 majeurs dans le golf mondial. Donc avec le PGA, l'US Open et l'Open donc en Angleterre. Et donc c'est le dernier titre qui lui manquait pour faire le Grand Chelem. Donc ça y est, maintenant il a fait le Grand Chelem, il remporte donc le Masters d'Augusta. Ça faisait 17 fois qu'il participait Ouais. et 11 ans qu'il n'avait pas gagné un majeur.
Donc voilà, on a vu dans son attitude, les émotions, il était en larmes à la fin du 18 parce qu'il y a eu des playoffs, ils ont dû jouer un but en or en fait, un trou en or pour se départager. Donc c'était franchement un majeur avec du suspense. Et donc puis enfiler la veste verte, c'est quand même mythique. Hein, c'est vrai que c'est mythique, ouais. C'est vrai que c'est mythique. Donc bravo à lui. Je suis obligé de te couper parce qu'après Maxime, s'il part dans le golf, et on est là jusqu'à. On en entend parler jusqu'à. Non, mais c'est bien par contre. Mais j'ai vu la veste verte de Jenny, j'étais obligé d'en parler, tu vois. Ouais, je me dis. Non, mais t'as raison, t'as eu raison d'en parler parce que c'est un grand champion. On va parler rugby vite fait, donc Toulouse qui a gagné à Toulon, 21-18, avec Gabin Villiers qui fait cette erreur à la fin. C'est triste pour lui parce que c'est vraiment un super joueur. Et puis Castres qui a pris une volée à Northampton, un peu comme l'ASM. Le même tarif. Ouais. Même tarif. Et puis Toulon qui malheureusement fait un bon match. Et comme le Real Madrid et le Stade Toulousain, c'est toujours le Stade Toulousain qui gagne à la fin. C'est vrai. C'est ma conclusion. Voilà, tu vois. Bon. Quoi qu'il arrive, ils peuvent être moins bons. Ouais. Et ben voilà, avec des faits de jeu, des faits de match. Ils seront toujours là. On se rappelle du penalty. Le tir au but contre l'Atlético, où il y a des décisions arbitrales. Bon là, c'est une décision arbitrale contre Toulon, mais c'est un petit fait de jeu qui fait que Ramos se passe la pénalité et donc il se qualifie. Et donc prochain choc contre l'UBB. Ouais, à Bordeaux, au Matmut Atlantique, ça va être une grosse demi-finale. Est-ce que c'est peut-être la finale du top 14 avant l'heure? Moi, je pense que c'est la finale du top 14. Alors que Toulon, peut-être que Toulon peut. L'ASM, non. S'ils n'ont plus que ça à jouer, peut-être que Toulon, et c'est ce qu'a dit Esteban Amadi au micro, il a dit que honnêtement, ils allaient tout donner maintenant parce qu'ils ont quand même une grosse armada pour non plus ne pas être champion de France. Ça serait dur pour eux. D'accord. Bon. Eh ben, écoute, on verra tout ça, mais c'est vraiment une fin de saison palpitante, le rugby. Jenny, sur le rugby? Ouf, pas grand-chose à dire. Ouais. Non. Toi, tu es supportrice de la SM Clermont-Auvergne, et effectivement, cette année, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me fais beaucoup d'amis, moi, mais je ne lâche pas. Charlotte, tu vas au stade Marcel Michelin des fois ou pas du tout? Le rugby, c'est pas ton truc? J'y suis allée une fois. Ouais. C'était l'année dernière. Ouais, j'avais adoré. Ouais. J'adore regarder le rugby, par contre, vraiment. L'ambiance et tout, ça t'a plu? J'adore. Plus que le foot, pour le coup. J'aime bien l'ambiance du rugby. D'accord. J'aime bien cette ambiance familiale. Il y a plus de convivialité quand même au rugby. Et c'est moins dangereux, c'est plus ça. C'est un peu moins sauvage qu'au foot, quoi. C'est vrai. Je sais pas ça. Un peu plus équilibré. C'est plus équilibré. Très bien. Donc, je voulais revenir à toi, bien évidemment, parce que tu es notre invité. Et donc, tu nous as dit que tu partageais l'avis de Thibaut Collet. Est-ce que vous parlez sport quand vous voyez souvent, c'est des conversations d'athlètes, de préparation physique ou pas du tout? Parce que des fois, il y a des couples de sportifs professionnels qui parlent pas du tout sport à la maison. Donc, Alors oui, on en parle, mais on fait pas la même discipline et il y a vraiment des grosses différences entre nos deux disciplines. Par exemple, ce week-end, il y a eu les résultats. Je sais pas si vous avez vu la coupe d'Europe de running. On a eu des très bons résultats français. On a un champion d'Europe du semi-marathon, Jimmy Gressier. On a un champion d'Europe du 10 km, un vice-champion d'Europe du 10 km français. Ah, c'est bien. Les Français qui font premier par équipe sur semi-marathon, premier par équipe sur 10 km. Les Françaises qui font vice par équipe sur 10 km. Donc il y a des très bons résultats. Et moi, ces résultats-là que je vais partager avec mon copain perchiste, ça va un peu moins l'intéresser pour le coup. D'accord. Mais du coup, on va plus échanger peut-être sur des sports extérieurs. Mais je dirais que c'est pas le centre de nos conversations. On essaye aussi de parler d'autres choses pour essayer de couper un peu parce que c'est quand même, ça prend de la place dans notre quotidien. J'imagine, il y a d'autres quand même sujets d'intérêt dans la vie, heureusement. Et donc pour rentrer dans sa tête à lui, à Thibaut, là, qu'est-ce qu'il espère, Thibaut, dans les années qui viennent là? Il espère une médaille internationale. Ouais. Il espère cette année atteindre les 6 mètres rapidement. Il en est largement capable. Et après, la médaille qui doit suivre rapidement, la médaille internationale. Il y a un très gros niveau mondial, donc c'est difficile, mais il peut se démarquer. Il est conseillé par Philippe Collet? Oui. Ouais. Moi je me souviens, qui était un très très bon perchiste aussi, Philippe Collet. Oui. Avec, il y avait Thierry Vigneron, c'est ça, Philippe Pouvion, après il y a eu Sergueï Boubka, enfin bref.
Et est-ce que lui, il vient te voir quand s'il est dans le coin, si tu fais une compète, si vous êtes, Oui. il t'encourage tout le temps, il te Oui, motive. On s'encourage tous les deux. Après, on a vraiment un planning de compétition qui fait qu'on peut pas être l'un comme l'autre sur les compétitions pour s'encourager. Et donc, c'est assez rare. Après, on se retrouve au championnat de France en général. D'accord. C'est souvent que la finale du 800 mètres est en même temps que la finale de la perche. Donc, on se retrouve sur la piste. D'accord. C'est assez déstabilisant au départ. Et après, on fait un peu notre vie. Mais ouais, je dirais que non, ça se gère plutôt bien. Bon, c'est génial ça. Maxime. Non, bah écoute, Charlotte, on te souhaite le meilleur. Merci. Et puis, on espère te recevoir pour Championne de France. fêter un titre de championne de France. Ouais, Moi, je l'annonce aujourd'hui sur vrai, le Goss FM. Charlotte Dumas sera championne de France de 800 mètres. Parce qu'elle est signe, passée dans la je meilleure signe émission. Elle est On passée lui dans la apporte meilleure. chance. Hein ? On lui a apporté chance. Mais bien sûr, c'est la meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Mais je suis d'accord avec vous. sans prétention. je reste toujours humble. Ça, c'est important. C'est important. Non, mais c'est vrai, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu vas être championne de gentil. France. On espère. Ouais. Tu penses que tu peux l'être, en tout cas. Je serais contente si je fais aussi vice-championne de France. Vu Ouais. le niveau français, honnêtement, Ouais. vice ou même 3e sur le podium, je serais très contente. Ouais, Oui. comme on en parlait aussi, je crois que c'était avec Yann ou Antoine Bess, qui sont dans la discipline athlétisme. On parlait qu'on parle pas aussi des classements. On parlait des JO et Yann qui nous disait faire un top 10 déjà au JO, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est ce qu'il me disait, moi aussi. Ouais. Et forcément, Ah oui, oui. on parle que du médaillé, Ouais. médaille d'or et même médaille de bronze. On a l'impression que, tu vois, on n'en parle pas et que c'est le vide d'un petit canard. Alors Ouais. que faire déjà un podium, c'est quand même déjà extraordinaire. Donc, Ah oui, c'est sûr. En France, sur 800 mètres, autant chez les hommes que chez les femmes, on a vraiment une densité qui est affolante. Et chez les femmes comme chez les hommes, on peut être 10 potentiels à partir, quoi, à des grands championnats. Ce qui est fou, c'est que Yann aussi me disait, Eric Nicole me disait, l'ancien joueur de rugby de l'ASM, il me disait quand t'arrêtes, le téléphone sonne plus. Et Yann, il disait que si t'es pas champion olympique ou champion du monde, c'est ça. si tu finis 4e, tout le monde s'en fout, quoi. Alors oui, que par clairement. exemple 4e au championnat du monde C'est pas rien. ou au jeu, c'est quand même pas rien, ouais. Mm. C'est quand même. On va passer au Clermont Foot 63 parce que moi je peux pas m'en passer en fait. Hein. C'est une addiction, Clermont Foot 63. Vu la super saison qu'ils font cette année, donc j'aime bien en parler tout le temps. Toujours un petit clin d'œil. Enfin, Ben, bien sûr, hein, quand on est maintenant 16e, ils sont redevenus barragistes. Non, mais sérieusement, je suis content quand même parce que ils ont fait 2-2 à Pau et alors c'est dommage d'avoir pris ce deuxième but à la 93e, mais c'est vrai qu'ils sont de nouveaux barragistes, donc peut-être se sauver. Pourquoi pas la 15e place en fait, elle est pas si loin. Hein. Non, c'est sûr. On voit en plus un match construit, abouti, un but, notamment le but d'Henri Cévé. Ouais, il est super beau. Hein. Voilà, une prise de décision et enfin tu vois, de l'envie et un peu de l'incertitude dans la défense et pas quelque chose de très construit. Voilà, je pense qu'il n'a pas bien réfléchi, il a vu le ballon, il a tapé pied gauche, pied de lucarne. C'est des choses comme ça qui, je pense, vont nous permettre de grappiller des points et pourquoi pas de nous sauver. Parce que, et puis un grand Théo Guivarch aussi, hein, encore une fois. Quoi. Ça, on le précise pas parce que... Le gardien, il est énorme. Là. Sans lui, comme on l'a déjà dit Fabrice, je pense qu'on serait relégable et bien relégable, bien bon dernier. Je préfère que ce soit lui que moi quand même. Il est meilleur que moi dans les buts, mais... Non, puis là non, mais il fait une grosse saison. Ouais, quoi, pendant franchement. le match contre Pau, il va chercher des ballons. Ouais. Moi, j'ai peur sont- qu'il reste pas, par contre. Hein. Je connais pas son contrat, mais... C'est toujours le problème avec Clermont, c'est que malheureusement, nos bons joueurs, on a un peu du mal à les garder. Donc, on se rappelle de Moridio, malheureusement, qui est aussi, lui, a passé 6 mois dans le loft. Ouais. Et qui est pas... Voilà, qui va partir. Le Loft, mais- c'est pas l'émission de TF1, là. C'est le Loft, c'est... Non, C'est ceux qui ne jouent plus. Hein. Il n'y a pas de bisous dans la piscine. Là, c'est ça. Bon, et ben c'est déjà terminé. Charlotte Dumas, on te remercie vraiment beaucoup. C'est Avec super grand sympa plaisir. d'être venu. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast et en replay sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. À mardi prochain. Au revoir. Avec un S à sport.